Et si, en une seule nuit, l'Europe perdait la maîtrise de son destin économique? Imaginez ce scénario. Un matin glacial de novembre, tout bascule dans un silence assourdissant. Aucun bruit, aucune rumeur, pas le plus petit indice pour alerter les chancelleries, seulement un décret signé à Moscou, qui vient bouleverser tout l'ordre économique européen établi depuis plusieurs décennies. Telle une onde de choc, la nouvelle se répand. Dès l'aube du 2 novembre, le président russe publie un texte inattendu. Il n'y a eu aucune fuite, pas même la moindre rumeur dans les couloirs du pouvoir. Les ministères européens sont totalement pris de court. En l'espace de quelques heures, c'est la stupeur et l'incompréhension. À Berlin, à Paris, à Bruxelles, les réunions d'urgence se succèdent à un rythme effréné, tandis que les téléphones et les messageries saturent sous l'afflux d'appels paniqués. Les premiers titres des journaux tombent comme des couperets. Un coup de maître du Kremlin, Moscou inverse le jeu, un séisme politique sans précédent. Certains commentateurs parlent de révolution silencieuse, d'autres évoquent une humiliation. L'Europe, d'habitude si prévoyante, si sûre de ses outils diplomatiques et économiques, se montre cette fois totalement vulnérable, à la merci d'une seule décision venue de l'Est. Pourquoi ce décret fait-il si peur? Parce qu'il inverse brutalement la logique qui prévalait depuis la fin de la guerre froide. Jusque-là, l'Europe dictait ses règles, dessinait les lignes rouges après chaque crise, imposait sanctions, embargos, normes et conditions d'accès à ses marchés. Désormais, c'est Moscou qui impose le tempo, bouleversant des dizaines de milliards d'investissements européens et mettant en jeu la souveraineté du continent tout entier. Ignorer ce tournant, c'est risquer de perdre non seulement des sommes colossales, mais aussi d'affaiblir de manière irrémédiable la position géopolitique européenne. C'est aussi briser la confiance des citoyens qui découvrent soudain la fragilité de leur prospérité et de leur sécurité. Car ce décret n'est pas un simple geste symbolique, une bravade de plus. Il trahit une stratégie mûrie dans l'ombre pendant de longues années, patiemment préparée par les stratèges russes. Mais que dit réellement ce mystérieux texte russe? Pourquoi les capitales européennes, pourtant aguerries à toutes les crises de ces dernières décennies, semblent-elles soudain impuissantes devant le plan de Moscou? Pour en comprendre la portée, il faut d'abord se pencher sur son contenu précis. Quel levier la Russie vient-elle d'actionner et pourquoi précisément maintenant? Pendant des années, l'Europe fixait les règles du commerce international. L'Union européenne imposait ses conditions à Moscou, forte de son poids économique, de ses alliances stratégiques et de la puissance de son marché intérieur. Dans l'énergie, l'industrie, la finance, c'était l'Europe qui menait la danse, s'appuyant sur des décennies de domination technologique et institutionnelle. Ce rapport de force semblait immuable, comme figé dans le marbre. Pourtant, tout a basculé ce matin-là, lorsque la Russie a renversé la table d'un seul geste. Un décret présidentiel inattendu, signé dans la plus grande discrétion, sans aucun signal avant-coureur. Ce texte, dévoilé au lever du jour, a pris de court toutes les capitales européennes. Au réveil, dirigeants, investisseurs, salariés ont découvert brutalement que les règles du jeu venaient d'été de changer, et que leur avenir était désormais suspendu à une décision prise à des milliers de kilomètres. Le sujet du décret est explosif. Il porte sur la gestion des actifs étrangers gelés ou retirés du marché russe. Jusqu'ici, de nombreuses entreprises occidentales avaient quitté la Russie en espérant tourner la page, croyant que leur retrait serait temporaire ou négociable. Or, Moscou a décidé de reprendre la main sur ces dizaines de milliards d'euros d'investissement, au nom de la souveraineté économique et de la protection de ses intérêts nationaux. Le nouveau dispositif ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Les groupes étrangers concernés doivent choisir: revenir opérer en Russie et reprendre leurs obligations fiscales, ou céder le contrôle de leurs entreprises à des partenaires locaux, souvent sous gestion étatique. Il n'y a plus de zone grise, plus d'espace pour la négociation discrète ou l'attentisme stratégique. Plus aucune échappatoire n'est tolérée. Officiellement, il s'agit de défendre l'économie russe, de protéger les emplois, les savoir-faire et les chaînes de production. Mais en réalité, ce décret marque un tournant géopolitique. Pour la première fois depuis de longues décennies, la Russie ne se contente plus de réagir aux pressions occidentales. Elle impose sa propre logique et force l'Europe à s'adapter dans l'urgence, sur un terrain qu'elle ne maîtrise plus. Pour les Européens, les enjeux sont vertigineux. Ce décret remet en question la maîtrise de dizaines de milliards d'euros de capitaux, menace la stabilité de milliers d'emplois, expose la réputation de dirigeants qui, jusque-là, pensaient contrôler la situation. Comprendre ces nouvelles règles devient vital, non seulement pour les géants de la finance et de l'industrie, mais aussi pour chaque salarié, chaque fournisseur, chaque investisseur lié, de près ou de loin, au marché russe.
Adopté sans bruit, ce texte a été perçu en Occident comme un coup de maître. Les réunions de crise se sont multipliées à Berlin, Paris, Bruxelles, mais le constat est implacable. Cette fois, la Russie dicte le tempo. Les certitudes européennes vacillent et le rapport de force s'inverse brutalement, rappelant les pires heures des crises pétrolières des années 70 ou la panique financière de 2008. Mais ce décret n'est que la première pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. Derrière ce geste, de nouvelles stratégies russes se dessinent déjà. Moscou ne cherche pas seulement à régler des comptes avec les firmes occidentales, elle prépare un basculement durable de l'ordre économique mondial, à l'image de ce qu'ont tenté d'autres puissances lors de grandes crises historiques. Jamais l'Europe n'avait été forcée de s'incliner devant des règles écrites ailleurs. Le décret présidentiel du 2 novembre a foudroyé les capitales européennes. À Paris, Berlin, Bruxelles, la stupeur a cédé la place à l'urgence. Réunions de crise, lignes sécurisées saturées et une obsession. Comment répondre à une attaque juridique aussi chirurgicale? Du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent doit jouer avec un règlement imposé par Moscou. Les entreprises occidentales font face à un dilemme brutal. Elles disposent non de 6 mois, pas un de plus, pour choisir, revenir en Russie, payer leurs taxes, se plier aux exigences du Kremlin, ou voir tous leurs actifs transférés légalement, définitivement, sous pavillon russe. Ce calendrier serré rappelle la rapidité avec laquelle des décisions stratégiques ont dû être prises lors d'autres crises, comme la nationalisation en Algérie dans les années 60 ou la saisie des avoirs iraniens en 1979. Ce ne sont pas quelques antennes isolées qui tremblent, ce sont des centaines d'industries, d'usines, de réseaux logistiques, des infrastructures énergétiques et technologiques majeures. En quelques paragraphes, la Russie a saisi les commandes de secteurs clés que l'Occident croyait à l'abri. Les multinationales, qui se pensaient intouchables, réalisent soudain la précarité de leur position. Pour prendre un exemple, des groupes comme Renault, qui possédaient d'importantes parts dans l'industrie automobile russe, se voient désormais privés de toute capacité de décision sur leurs filiales locales. De même, dans l'énergie, des entreprises comme Total Energies ou Shell voient que leurs investissements massifs passer sous contrôle russe, sans possibilité de recours international. Européens et juristes cherchent frénétiquement la faille. Mais très vite, la clarté s'impose. Le texte russe anticipe toutes les ripostes. Impossible de répondre par le jeu habituel des sanctions contre sanctions. À Bruxelles, on doit reconnaître l'impuissance. Les mécanismes classiques sont neutralisés, le terrain de jeu a changé. Ce sentiment de défaite rappelle celui ressenti après des crises comme l'embargo pétrolier de l'OPEP, qui avait forcé l'Occident à repenser ses approvisionnements énergétiques et sa politique industrielle. Ce choc est d'autant plus violent que Moscou n'a fait que retourner les armes que l'Occident avait, pendant des années, pointées contre elle. Saisie, expropriation, protectionnisme. Mais cette fois, c'est la Russie qui écrit le scénario. L'Europe, d'ordinaire meneuse, subit, dépossédée de ses leviers, comme ce fut le cas lors de la crise du canal de Suez en 1956, lorsque le Royaume-Uni et la France ont été forcés d'accepter des règles imposées par d'autres. Pour les entreprises, le danger est existentiel. Expropriation pure, perte de milliards d'euros, ruine de décennies d'efforts industriels. Pour les responsables politiques, c'est un séisme de légitimité. Les actionnaires, les citoyens, découvrent en temps réel la vulnérabilité de leur position. La confiance s'effondre, les bilans vacillent. On se souvient alors de la crise chypriote de 2013, où les déposants étrangers ont vu leurs avoirs fondre du jour au lendemain sous décision souveraine du gouvernement chypriote. Dans les conseils d'administration, la panique s'invite. Chaque jour compte, chaque hésitation réduit la marge de manœuvre. L'impact est profond car il ébranle des convictions forgées depuis l'élargissement de l'Union et la mondialisation triomphante. Des entreprises comme Ikea, qui avaient bâti un réseau logistique complexe en Russie, se retrouvent à devoir choisir entre abandonner des années d'investissement ou revenir sur un marché devenu hostile. Face à cette déstabilisation, une question brûle les lèvres. Comment réagir ? Quelles options restent réellement à l'Europe et aux investisseurs internationaux pris au piège d'un rapport de force inédit ? À Bruxelles, certains imaginent déjà des solutions inédites. Création de fonds de compensation, pression sur les partenaires commerciaux de la Russie, blocage d'actifs russes dans les banques européennes. Mais chaque mouvement sera observé, disséqué et pourra déclencher une nouvelle escalade de rétorsion. L'histoire abonde d'exemples où une riposte précipitée a aggravé la situation, comme lors de la crise financière asiatique de 1997. Un ordre inédit se profile. L'Europe est sommée de choisir entre adaptation et marginalisation.
Depuis le décret du 2 novembre, toute entreprise étrangère opérant en Russie doit réparer les pertes économiques infligées ou voir sa licence d'activité révoquée pour de bon. Ce n'est plus un avertissement, c'est une contrainte légale, immédiate et irrévocable. Le précédent argentin du début des années 2000, où les contrats étrangers ont été renégociés de force, montre à quel point un État peut, en situation de crise, imposer ses propres règles au détriment des investisseurs. Plus radical encore, tout litige relatif aux actifs et investissements étrangers sera désormais tranché uniquement par des juges russes. Les tribunaux européens et internationaux n'ont plus aucun pouvoir de recours. Ce bouleversement marque la fin d'une ère où Moscou devait sans cesse se défendre devant des instances étrangères et annonce un nouveau rapport de force. Les précédents historiques ne manquent pas. Lors de la révolution bolchevique, la Russie avait déjà annulé unilatéralement toutes les dettes contractées auprès de l'Occident, imposant sa souveraineté juridique. Le choc est brutal dans les capitales européennes. Pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, la Russie prend l'ascendant. Elle n'est plus la cible passive de sanctions, elle édicte ses propres règles. Moscou force l'Europe à jouer sur un terrain désormais contrôlé par le Kremlin. Cette situation rappelle la montée en puissance de la Chine dans les années 2010, lorsqu'elle a imposé ses propres standards technologiques et réglementaires aux multinationales occidentales désireuses d'accéder à son marché. L'effet domino ne tarde pas. Dès les premiers jours, certains gouvernements européens, redoutant pour leurs fleurons industriels, appellent à reconsidérer la stratégie des sanctions. Des voix jadis isolées prennent du poids, exigeant une réponse plus pragmatique et une révision des postures face au réalisme russe. Déjà, des parlementaires allemands et italiens demandent publiquement des négociations, arguant que le maintien d'une ligne dure ne fait qu'aggraver les pertes pour leurs entreprises nationales. Sur les marchés mentaux, la rupture est visible. En Russie, la situation se stabilise rapidement. Les groupes nationaux récupèrent les actifs transférés, garantissent la continuité des emplois et restaurent les chaînes de production. Pendant ce temps, l'Europe s'enfonce dans l'incertitude. Les places boursières vacillent, les investisseurs s'inquiètent et la pression s'accroît sur les gouvernements pour inventer une riposte efficace. Des exemples récents, comme la réaction des bourses européennes à la pandémie de 2020, soulignent à quel point la confiance des marchés dépend de la capacité des autorités à rassurer et à anticiper les crises. Dans cette nouvelle partie, l'Europe risque plus que quelques milliards. Sa position d'acteur mondial est en jeu. Refuser d'évoluer, c'est accepter le risque d'une marginalisation économique profonde, avec des conséquences durables sur l'emploi, les finances publiques et la crédibilité de ses dirigeants. L'histoire de la déindustrialisation du Royaume-Uni dans les années 80 montre combien un choc mal géré peut avoir des effets irréversibles sur un continent entier. Mais ce décret n'est-il qu'un coup de force ou cache-t-il une leçon stratégique plus vaste dont le reste du monde devrait s'inspirer ? La réaction européenne s'organise, tiraillée entre principe et pragmatisme. Mais le temps presse car chaque décision pourrait redessiner l'équilibre du continent pour les années à venir. L'exemple des sanctions contre l'Afrique du Sud dans les années 80, qui avaient fini par être levées sous pression internationale, rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et si le véritable pouvoir résidait dans la capacité de fixer les règles du jeu plutôt que de simplement y jouer ? Cette interrogation brûle d'actualité, surtout après le séisme provoqué par le décret présidentiel russe du 2 novembre. Derrière l'apparence d'une joute économique, c'est la maîtrise stratégique qui se dévoile, et l'incapacité à la comprendre pourrait coûter très cher à nos sociétés. Première leçon, le poids de la planification et du timing. La Russie n'a rien laissé au hasard. Pendant des mois, elle a observé, analysé les failles de ses adversaires, préparé chaque détail. Quand l'Occident s'est précipité dans des réactions émotionnelles et des annonces brouillonnes, Moscou a préféré la patience glacée et la logique implacable du long terme. On pense à la stratégie chinoise du go, attendre patiemment le bon moment pour retourner l'avantage d'un adversaire trop sûr de lui. Ce contraste révèle un basculement historique. L'ancien ordre, qui semblait immuable depuis des décennies, se fissure à vue d'œil. Le monde devient multipolaire, imprévisible, et la croyance que l'Europe ou les États-Unis peuvent imposer seules les règles vole en éclats. La Russie n'a pas seulement réagi, elle a renversé la table, s'emparant du rôle de régulateur et forçant ses rivaux à réagir sur son terrain. Un parallèle frappant peut être fait avec la montée en puissance du Japon dans les années 70, qui avait imposé ses normes industrielles à l'Occident. Pour les entreprises européennes et internationales, le signal d'alarme est sans équivoque. Ignorer la réalité géopolitique,
c'est s'exposer à perdre du jour au lendemain ses actifs, ses marchés, son influence. Désormais, anticiper les risques politiques n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. La gestion du risque géopolitique devient aussi centrale que celle du risque financier ou industriel. Les grandes entreprises devront mettre en place des cellules de veille stratégiques, diversifier leurs implantations et développer des scénarios de gestion de crise adaptés à chaque région du monde. Ce défi ne concerne pas que les dirigeants ou les actionnaires. Les citoyens eux-mêmes sont en première ligne. Se contenter des discours officiels et des récits rassurants, c'est courir le risque de voir s'effriter sa souveraineté sans même le remarquer. Il est temps d'interroger la stratégie réelle de nos dirigeants, d'exiger des réponses claires et des plans solides face à un monde qui ne tolère plus l'amateurisme. Les élections européennes à venir pourraient même devenir le terrain d'une profonde remise en question de la politique étrangère et économique du continent. Ne pas tirer les leçons de cette crise, c'est accepter de répéter les mêmes erreurs, de perdre notre influence et de laisser d'autres écrire les règles à notre place. Les exemples abondent, la France, après la guerre d'Algérie, a dû repenser entièrement sa politique africaine, sous peine de perdre tout levier sur le continent. Mais ce bouleversement n'est pas un simple jeu de pouvoir abstrait. Il s'incarne déjà dans des conséquences concrètes et parfois brutales pour les entreprises et les citoyens européens. Quelles sont les pertes, les réactions et les prochaines failles à surveiller? Dans ce nouvel ordre mondial, ceux que l'on croyait maîtres du jeu découvrent qu'ils ne décident plus seuls des règles. Le décret signé par le président russe le 2 novembre n'a pas seulement surpris les chancelleries occidentales, il a révélé la capacité de Moscou à reprendre l'initiative là où l'on pensait qu'elle ne faisait que subir. À la manière du choc pétrolier de 1973, ce décret force l'Europe à s'interroger sur la solidité de son modèle économique et la dépendance de ses industries à des marchés extérieurs. L'Europe, longtemps convaincue de tenir les leviers économiques, se retrouve confrontée à une inversion brutale. Désormais, ce n'est plus Paris, Berlin ou Bruxelles qui dictent le tempo, mais Moscou. Ce renversement n'est pas un simple coup politique, c'est l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie qui recompose l'équilibre mondial sous nos yeux. Les grandes puissances asiatiques, observant cette crise, pourraient être tentées de suivre l'exemple russe en imposant à leur tour des règles plus strictes aux entreprises étrangères. Pour les citoyens européens, l'onde de choc est immense. Ce sont des dizaines de milliards d'euros investis qui échappent soudainement à tout contrôle, des centaines d'entreprises piégées dans un cadre légal qu'elles n'avaient pas anticipé. La souveraineté économique, si longtemps considérée comme acquise, se dérobe, exposant la fragilité d'un système trop sûr de lui. Les médias rapportent déjà les témoignages d'employés inquiets, de directeurs d'usines désemparés, de PME sous-traitantes qui voient leur carnet de commandes s'effondrer. Assister à ces bouleversements en spectateur, c'est accepter de se laisser effacer de l'histoire qui s'écrit. Car si l'Europe ne remet pas en question ses certitudes, elle risque de devenir une simple figurante dans la nouvelle donne mondiale. Le péril n'est pas seulement économique ou géopolitique, il touche à l'essence même de son existence sur la scène internationale. Le précédent de la Grèce, marginalisée après la crise de la dette, illustre à quel point une place centrale peut être perdue en quelques années seulement. Les dirigeants européens font désormais face à une épreuve de vérité. Il ne s'agit plus de défendre l'ordre ancien, mais de prouver leur capacité à réagir, à imaginer de nouvelles règles, alors que la Russie façonne ouvertement le jeu et impose son rythme. Le décret du 2 novembre n'est ni une réponse improvisée, ni un geste isolé. C'est le symbole d'un basculement où la souveraineté s'exprime par des actes concrets, calculés, qui exposent les failles d'un Occident trop lent à s'adapter. Les prochaines semaines seront cruciales. Chaque décision prise à Bruxelles, Paris ou Berlin sera scrutée, analysée et pourrait déterminer la place de l'Europe dans le monde pour les décennies à venir. À présent, il ne s'agit plus de savoir qui a tort ou raison, mais de saisir la portée du moment. Refuser de voir ce tournant, c'est risquer de disparaître du récit collectif. Mais comprendre, c'est déjà commencer à reprendre pied, à se donner une chance d'influencer les choix à venir. Le monde a changé. Chacun doit choisir, rester passif ou s'engager activement pour peser sur l'avenir des règles du jeu. Ce n'est qu'en acceptant de repenser sa stratégie, de mobiliser toutes ses ressources et d'associer citoyens, entreprises et gouvernements à la réflexion collective que l'Europe pourra espérer retrouver l'initiative et défendre ses intérêts dans un environnement devenu radicalement incertain.